Sunderland est roi du Nord. Bienvenue à tous dans PL Show, votre émission hebdomadaire sur la Première Ligue et l'actualité du foot anglais. Aujourd'hui, je suis avec la même Dream Team que d'habitude. Je suis avec Ado. Salut Ado. Salut Simon, salut Tom. Eh ben écoute, ouais, droit du Nord, gros résultat que vous avez fait, on va voir tout ça en détail. Pas mal de choses à dire, je pense, sur ce week-end avec des résultats un peu surprenants en Première Ligue, ça va être intéressant. Pas mal de choses à dire, effectivement. On va revenir sur la Première Ligue. Alors, juste une petite aparté. Vous voyez qu'on sort l'émission plus tard. J'étais pas chez moi ce week-end, les mecs. J'ai pas pu tout voir. Je me suis rattrapé quelques matchs. Donc, on va revenir dessus, etc. La semaine prochaine, sachant qu'on est en trêve international, on va revenir sur toute la journée, sur la finale de EFL Cup. On va revenir en gros détails, ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais en attendant, je suis avec le deuxième invité. Il était aussi déjà l'année dernière. Vous commencez à le connaître. Tom Clapisson. Salut Tom. Salut Simon, salut Ado. J'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir d'être invité pour parler de foot. C'est un régal. Bah écoute, ça fait vachement plaisir, ça fait vachement plaisir. Donc aujourd'hui les gars, on va parler de Sunderland Newcastle évidemment, hein. Vous me connaissez, Simon, CM de Sunderland FR. D'ailleurs, j'en profite, j'ai pas encore fait le tweet, mais merci pour les 3000 abonnés sur Twitter les gars, ça fait vraiment plaisir. Ça monte et ça fait plaisir de voir votre soutien. Donc on va revenir sur ce match-là, mais avant, on va aussi revenir sur Manchester United qui a fait deux partout aujourd'hui, vendredi soir, pardon, sur le terrain de Bournemouth. Un match très intéressant et surtout, aller peut-être plus en profondeur sur Manchester United et se demander où est-ce que Michael Carrick peut l'emmener, ce club, avec notamment un pro du club en la personne de Ado. Euh, donc voilà. Mais avant ça, les mecs, on va parler d'un peu les matchs de la journée de Première Ligue. Alors moi, j'ai vu le match d'Everton face à Chelsea. C'est le seul match en fait que j'ai rattrapé en plus de United et Sunderland. J'ai trouvé quand même un Chelsea plutôt mauvais. Encore une fois, j'ai l'impression que ouais, depuis la gifle reçue à Paris, on a un Chelsea qui est plus vraiment lui-même. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Alors moi je dirais même que c'est même avant la gifle reçue à Paris, parce que sur les 3 derniers matchs, même sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, Chelsea c'est qu'une seule victoire. C'était contre la belle victoire, il faut le dire, à Aston Villa 4-1, mais sinon c'est 3 défaites, un nul. Donc le mal-être Chelsea, le mal-être que trimballe Chelsea là, ça date même bien avant la double confrontation avec le Paris Saint-Germain. Euh, j'ai un peu le même constat à faire par rapport à Chelsea que sur Tottenham. Alors même si Tottenham c'est encore plus catastrophique, je suis d'accord. Mais pour moi, Chelsea virer Maresca dans ces conditions-là, virer Maresca de façon trop prématurée, je pense que là ils sont en train de le payer. Parce que j'ai rien contre Liam Rosenior, hein, honnêtement, il faisait même plutôt du bon travail du côté de Strasbourg. Mais là, j'ai l'impression, à mon humble avis, que le costume est trop grand pour Liam Rosenior, surtout qu'il vient dans un contexte très compliqué à Chelsea. Et même pour reparler vite fait un peu de l'effectif, je trouve que l'effectif est très mal construit, avec beaucoup de besoins encore en défense, notamment parce que défensivement c'est catastrophique. On l'a vu contre le PSG, on le voit contre Everton où ils prennent 3-0 avec un doublé de Beto. Beto, c'est pas non plus un foudre de guerre, on va pas se mentir. Donc Chelsea, je suis assez inquiet, honnêtement, parce que alors moi en tant que supporter de Manchester United, je suis très content, honnêtement, de les voir dans cette situation-là, parce que concurrent direct à la course à la Ligue des Champions. Mais si je suis supporter de Chelsea, je suis inquiet pour cette Ligue des Champions, parce que déjà ton adversaire du week-end, Everton, bah, il revient à 2 points concrètement. Là où ils étaient encore très loin il y a quelques semaines, et bah finalement, bah, ils sont plus si loin que ça pour la course à la Ligue des Champions. Donc attention à Chelsea, qui est en train de glisser petit à petit. Là, ils sont sixième actuellement, donc ils sont même pas dans les places qualificatives à la Ligue des Champions. Donc attention, si je suis supporter de Chelsea, il y a de quoi s'inquiéter, ouais. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec toi, surtout sur Maresca. Alors autant moi, j'étais pas un grand fan de Maresca, hein. Je trouvais que c'était pas forcément le coach qu'il leur fallait pour atteindre les sommets du foot anglais, quoi, revenir dans les sommets du foot anglais. Mais ouais, c'est mal foutu. Mais dans tous les cas, je trouve que Bluco, depuis qu'ils sont arrivés, enfin, que ce soit Ted Boehly, je crois, qui avait dit, moi quand je suis arrivé, je regardais les joueurs que City était intéressé et je prenais. Enfin, c'est lunaire. Honnêtement, c'est lunaire de réfléchir comme ça quand t'es Chelsea. Donc voilà, pour Tom, un petit mot sur Chelsea ou pas spécialement Déjà, juste pour pas redire les mêmes choses que vous, pour vous compléter, déjà qu'on voit juste avec le coup de reprendre Liam Rosenior cet hiver alors qu'il devait le prendre un été puis encore l'été avant, et on voit au final le résultat que ça donne, c'était pas une bonne idée, je pense, selon moi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ouais, complètement. Et même,
pour faire une petite aparté, Strasbourg, là, tu pénalises aussi un club comme Strasbourg parce que qui était bon, c'est pas Ligue 1 chaud, mais moi je me mets à la place des Non, supporters mais oui, non, mais c'est important d'en parler, c'est vrai. de Strasbourg. La méthode que les dirigeants de Chelsea ont utilisée en termes d'éthique, ça en dit long un peu sur l'éthique qu'ils ont vis-à-vis du football et c'est dramatique parce que là tu pénalises du coup et Strasbourg et Chelsea, donc c'est un zéro pointé complet sur ce move. C'est clair. Et c'est aussi important de rappeler, pardon, qu'il y aura bientôt une manifestation des supporters de Chelsea avec les supporters de Strasbourg à Londres. J'ai plus la date, mais c'est important de le rappeler pour justement manifester contre Bluco et ses méthodes, etc. Donc voilà, les gars, on va pas non Intéressant. plus s'attarder 10 ans là-dessus. Il y a ce 3-0 pris par Tottenham contre Nottingham. Ne vous inquiétez pas, les gars, on va en parler. Mais la semaine prochaine, j'ai prévu de vous ramener un spécialiste de Tottenham qui pour le petit spoiler, ceux qui savent, il vient d'ouvrir une émission aussi sur la Première Ligue avec très bon, très bien monté, etc. Franchement, je vous conseille d'aller voir. Euh, donc voilà, pareil, on va pas revenir aujourd'hui non plus sur la finale de EFL Cup tout simplement parce que j'ai pas encore vu le match, donc je vais pas revenir moi sur un match que j'ai pas vu. Voilà, à part si peut-être Ado ou Tom voulait dire un petit mot sur la finale, je pense que voilà, on m'avait fait J'ai vu le match, ouais, honnêtement. un petit mot J'ai rapide j'ai- dessus. j'ai vu le match. Concrètement, Arsenal, je vais pas taper sur eux trop sévère, mais le match qu'ils font, c'est honteux. Mentalement, tu sens quand même que c'est une équipe qui a encore du mal à valider ce dernier step pour aller chercher le trophée qu'il faut. Alors, ils vont certainement être champions, mais la prestation qu'ils ont fait hier, attention à ce que ça laisse pas des séquelles mentalement dans la tête des joueurs et flopper la Ligue des Champions et flopper la FA Cup et potentiellement flopper la course à la Première Ligue parce que Ouais, tu parce qu'en affrontes Première Ligue, il n'y a pas Manchester non plus City. tant d'avance que ça, hein. Non? Il y a une avance, mais elle est vite, Bah, vite réduisible. concrètement, ils ont 9 points d'avance aujourd'hui, mais ils ont un match de retard C'est ça, par c'est rapport à ça. Manchester City. Et en plus de ça, ils affrontent Manchester City. Donc Et oui. potentiellement, ces 9 points, tu peux te retrouver à 3 points concrètement d'ici la fin de saison. Et il peut se Dans un passer encore championnat comme beaucoup de la choses, hein. PL, tu vois. Ouais. Donc Donc voilà. attention, et bravo Manchester City, hein. Donc voilà, on reviendra plus sur ce match, les gars, en détail. Peut-être même un épisode spécial pour ce match, possiblement, vu que c'est une finale, donc pourquoi pas. Mais bon, là, pour l'instant, on a déjà quand même pas mal parlé d'Arsenal et Manchester City, pardon, sur les derniers épisodes. Donc là, les gars, j'aimerais voilà qu'on parle un peu de Manchester United, qu'on revienne un petit peu, parce que c'est la meilleure équipe de Première Ligue en 2026, l'équipe qui est, pour moi, personnellement, la plus plaisante à voir jouer, littéralement. Et donc, on va se poser la question de jusqu'où Michael Carrick peut-il emmener Manchester United, quoi, tout simplement. Mais avant, on va revenir peut-être sur le match de Bournemouth. Je trouve que voilà, le Manchester United a fait une très bonne première mi-temps. Je trouve qu'ils étaient bien cette équipe de Bournemouth, même si Bournemouth savait aussi se procurer des occasions. Maintenant, je trouve qu'en deuxième mi-temps, United a complètement lâché. J'avais noté normalement, je m'étais gardé en note. C'est la 75e minute. À partir de la 75e minute, Manchester United a complètement arrêté de jouer, a complètement regardé jouer cette équipe de Bournemouth. Pour moi, se font punir là-dessus, mais ce n'est que mon avis. Je vous lancerai après les gars là-dessus, mais selon moi, ce match nul, ce petit coup d'arrêt n'est pas grave dans le processus de Michael Carrick. Je te lance Tom avant de lancer Ado dessus parce que je pense qu'Ado aura pas mal de trucs à dire sur ce match. Bah, déjà moi, match très plaisant que j'ai vécu, les deux équipes, comme tu as dit Simon, United très plaisant à regarder, etc. Et surtout Bournemouth, moi j'ai toujours eu cette petite affect pardon pour Bournemouth qui va toujours défier les gros et offrir des matchs surnaturels. On a vu le 4 partout à l'aller contre Manchester. Mais même là, un match qui s'est débridé en deuxième mi-temps. Mais après, c'est vrai que comme tu l'as dit, Simon, United aurait pu, on va dire, rester plus solide, rester plus dans son jeu qu'il maintenait en première mi-temps. Après, c'est sûr que c'est toujours dur contre une équipe comme Bournemouth, mais le 2-2 est un bon résultat en vue de la deuxième mi-temps. Je pense que Bournemouth a quand même bien poussé, bien poussé. Mais j'aimerais avoir l'avis d'Ado sur un joueur, moi. L'avis d'Ado et même de toi, Simon, évidemment, hein, mais sur Matheus Cunha. Parce que quand j'ai vu le match d'hier, franchement, la première mi-temps déjà très bien, il poussait, il était dangereux, etc. Et j'aimerais avoir votre avis, même avec la globalité, parce que je regarde pas tous les matchs de Manchester United, et savoir ce que ça donne cette saison. Voilà, c'est tout. Ouais, alors déjà pour te répondre directement par rapport à Matheus Cunha, moi concrètement c'est mon joueur préféré actuellement, non pas que à Manchester United, mais au Pareil football. avec, pas à Manchester United, pareil avec Amad Diallo, moi.
Ouais, et bah voilà, bah moi c'est Matheus Cunha et Bruno, mais Matheus Cunha c'est mon joueur préféré tout court, même pas que à Manchester United, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça reste quand même un type de joueur qui est un peu en voie de disparition. Vous savez, c'est un peu ces joueurs frissons, ces joueurs qui sont capables de, sur une action individuelle, de débloquer un match, sur une action de grande classe, de débloquer, de marquer un but, de faire une passe décisive. Il en manque beaucoup des joueurs comme ça, et Matheus Cunha, je suis très content de l'avoir. Aussi parce que bah, tu passes de Garnacho à Matheus Cunha, le gap est énorme, on va pas se mentir. Et même s'il marque pas, même s'il fait pas de passe décisive, Matheus Cunha dans un match, il va quand même te faire tous les efforts qu'il faut pour maintenir un résultat. J'avais vu une phrase qui disait, et une phrase très juste qui disait, Matheus Cunha, c'est le pire joueur à affronter, à avoir en face de toi en fin de match. Quand tu dois tenir un résultat, quand tu dois aller chercher un résultat, pardon, c'est le pire joueur à avoir. Pourquoi? Parce qu'il est chiant, il garde bien les ballons, il fait les retours qu'il faut, il ménage pas ses efforts. Donc moi, Matheus Cunha, en plus de ça, ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il fait beaucoup d'actions décisives, mais qui ne comptent pas dans les statistiques. Il va chercher des penalties. C'était quel match, je sais plus trop. Il y a un match il y a pas longtemps où on était en grande difficulté et c'est qui débloque la situation sur une transversale de 50 mètres. C'est Matheus Cunha sur Brian Bemo. Bref, je pense que vous avez compris. Matheus Cunha, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et pour revenir par rapport au match de Bournemouth, la première mi-temps était même assez équilibrée, on va pas se mentir. On rentre au vestiaire avec le score de 0-0. Bournemouth a eu des situations, on a eu des situations. Petrovic avait fait, je trouve, une grande première mi-temps quand même pour maintenir Bournemouth à 0-0. Tout s'est décanté en deuxième mi-temps. Donc Matheus Cunha qui provoque le penalty. Et je peux pas occulter de l'analyse de ce match les faits de jeu et surtout les faits d'arbitrage. Alors je suis pas quelqu'un qui aime trop me plaindre d'arbitrage, etc. Mais là sur ce match c'était beaucoup trop flagrant pour ne pas en parler et ne pas le prendre ce contexte-là dans l'analyse. Euh, il y a une action sur Amad Diallo, je pense qu'on l'a tous vu, elle a fait le tour des réseaux, le tour des émissions, sur Amad Diallo, où il se fait concrètement renverser dans la surface de réparation par Adrien Truffert. Pour moi, c'est penalty, honnêtement. Il siffle pas penalty, il n'y a pas de retour VAR, rien du tout. Et sur la même action, donc l'action se poursuit, Bournemouth contre-attaque, et sur la même action, donc 20 secondes après, ça fait but un partout. Donc tu passes d'une situation où potentiellement tu es à 2-0, match quasiment scellé, etc., où tu repasses du coup à 1-1. Donc déjà là, le premier fait de jeu, le premier fait d'arbitrage qui pose problème. Ensuite, tu réussis à marquer sur corner contre son camp, je sais plus qui a marqué contre son camp. Et ensuite, quelques minutes après, action où Maguire pousse Evan Nilsson dans la surface de réparation. Le penalty en soi, il est sifflé. Pour moi, c'est pas choquant, honnêtement. Il y a contact, même si c'est très léger, etc. Evan Nilsson, il arrive en pleine course. On sait qu'en pleine course, à partir du moment où tu te fais à peine toucher, bah, ça tombe. Hein, c'est ce qui s'est passé. Mais si tu siffles ce penalty, t'es obligé de siffler le penalty sur Amad Diallo. Ou alors, si tu dois faire preuve de consistance et ne pas siffler, si tu siffles pas penalty sur Amad, tu ne siffles pas penalty sur Evan Nilsson. Et là, c'est là où moi ça me dérange, tu vois. C'est que y a pas eu de consistance dans les décisions de l'arbitre. Il y a une action où c'est clairement penalty et l'autre action où tu siffles pas le penalty et 10 minutes après tu vas siffler un penalty sur Evan Nilsson. Moi là ça me dérange. Sans parler du carton rouge. Donc là on va peut-être se priver, enfin pas peut-être, on va se priver de Maguire qui est notre meilleur défenseur pendant 3 matchs. Voilà. Et dans une course à la Ligue des Champions c'est compliqué. Et sans parler des 9 minutes de temps additionnel après, je sais pas d'où elles sortent, honnêtement. Donc je veux pas rentrer dans une délire complotiste, mais voilà, honnêtement, moi ces faits de jeu, ces faits d'arbitrage biaisent pour moi l'analyse qu'on peut faire de ce match. Oui, forcément, on a baissé le pied parce que t'es à 10. Oui, forcément, t'as baissé le pied parce que mentalement, quand tu vois cette espèce d'injustice, bah ça peut t'affecter. Donc honnêtement, heureusement que les poursuivants, et après je m'arrête là-dessus, désolé, j'ai fait un long monologue. Heureusement que nos poursuivants, donc Chelsea-Liverpool, ne prennent pas les 3 points, parce que du coup, ça limite la casse dans la course à la Ligue des Champions. Non, ouais, juste pour revenir sur ce que tu disais, sur ce que tu disais, pardon, par rapport à l'arbitrage. Ouais, Moi, ouais. moi aussi, hein, je suis pas du genre à trop parler d'arbitrage, mais c'est vrai que là, en fait, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est que l'action pour moi de Amad Diallo et celle d'Evan Nilsson, alors c'est pas exactement pareil, mais elles sont quand même très similaires. Et le fait, ils n'arrivent pas à beaucoup d'intervalles d'écart. Le fait de pas Une siffler, je dizaine, trouve. une Ouais, dizaine de minutes. c'est ça, une dizaine de minutes. Donc je trouve ça assez incompréhensible. Et surtout, moi, l'histoire du carton rouge, de la double peine. Alors quand c'est vraiment à élimination d'occasion de but, je peux comprendre là. Enfin, c'était déjà dans la surface de réparation. Tu vas mettre un penalty. Le rouge, je le trouve quand même très très dur.
Maintenant, comme tu as dit, je pense pas qu'on est dans un truc complotiste. Je pense surtout que c'est les arbitres qui sont mauvais, en fait. Ah oui, Ou les et règles qui surtout sont cet arbitre, mauvaises. je te coupe, mais c'est surtout cet C'était arbitre-là, Stuart Atwell, c'est ça? Stuart Atwell, et déjà en début de saison, il y avait un match contre Burnley, c'était notre troisième ou quatrième match, où il annule un but de Lisandro Martinez. Je sais toujours pas pourquoi il l'a annulé, et pas mal de faits de jeu comme ça. Donc Stuart Atwell, je sais pas quel club il supporte, mais je veux pas rentrer non plus dans un délire complotiste, mais ça c'est pas la première fois. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec toi. Du coup, ouais, Tom, j'aimerais aussi te lancer sur Matheus Cunha parce que tu voulais lancer à dos sur Cunha, mais j'aimerais avoir toi aussi ton avis sur Matheus Cunha avant de possiblement rentrer un peu plus en profondeur dans le débat. Bah, moi, j'ai pas beaucoup vu United cette saison, plus au début de saison, mais là, ça a fait un moment. Avec le match, donc, c'était vendredi, si je dis pas de bêtises, c'est vendredi soir. Donc, du coup, j'ai redécouvert un petit peu United, même si voilà, en gros, ça fait longtemps que je les ai vus, j'ai fait une trêve et j'ai repris. Et Cunha, dès les premières minutes, j'ai vite compris que c'est lui qui déclenchait, qui apportait ce frisson, quoi, ce dribble ou cette passe marquante, décisive plutôt. Et du coup, bah, j'ai été conquis. Ouais, moi, j'adore les joueurs comme ça, donc c'est pour ça que je voulais avoir ton avis, savoir s'il était régulier tout au long de la saison. Alors, régulier, il a eu une période un peu plus compliquée. On sait que quand il est arrivé, il y a eu un gros souci d'efficacité contre Arsenal, contre Fulham, au début de saison, je me souviens, où plusieurs actions toutes faites, il allait te les rater. Après, il s'est blessé quelques matchs, il est revenu, et le retour de blessure était un peu compliqué, honnêtement. Et c'est la période aussi où Brian Mbeumo marchait un peu sur l'eau. Il faisait que de marquer, il faisait que de marquer, donc ça se voyait un peu moins bien. Et là où je suis content, c'est que bah, du coup, Matheus Cunha reprend un peu le flambeau, là où Brian Mbeumo traverse une période un peu compliquée. Donc j'ai vraiment hâte que les deux performent en même temps, quoi. Ok, ok, non, bah franchement, super intéressant, les gars. Et du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Michael Carrick, hein, parce que mine de rien, ces jours-là, ils étaient là sous Amorim. Alors, je trouve que les gens en faisaient un peu trop. Je trouvais que c'était pas si nul que ça. C'était mieux que l'année dernière, je Entièrement trouve d'accord. d'ailleurs. Merci de le Mais souligner. non, mais Merci de le il souligner. y a pas de souci, il y a pas de souci. Mais malgré tout, ça gagnait pas. Voilà, ça c'est quand même un fait. Et depuis que Michael Carrick est là, ça gagne. Alors, il a changé des trucs. Il a par exemple fait revenir un Kobe Mainoo qui a un très très bon niveau. Je trouve un des meilleurs joueurs de changement de rythme. Vraiment, je trouve que quand il change de rythme, il y a très très peu de joueurs qui peuvent le suivre. Et pour moi, voilà, les gars, j'aimerais bah, vous lancer un peu dessus aussi, vous lancer sur le débat. N'hésitez pas à me couper si vous voulez revenir dessus. Mais pour moi, Carrick, c'est pas juste un pompier temporaire en fait. Pour moi, Michael Carrick, ça peut être ce manager de Manchester United qui est là pour les emmener. Déjà, Carrick, c'est quelqu'un qui a de l'expérience en Championship. Il a entraîné, moi qui regardais beaucoup, il a entraîné Middlesbrough avec toujours des équipes. Alors, il faut dire aussi qu'il n'avait pas l'équipe avec le plus de budget du championnat. Mais c'était toujours des équipes combatives, toujours des équipes qui étaient cohérentes, des équipes qui étaient cohérentes et qui étaient toujours pas loin, voire dans les playoffs à chaque fois avec Middlesbrough. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et aujourd'hui, si Middlesbrough se bat pour la montée en Championship, c'est aussi en partie grâce à son travail. Mais surtout aussi, il a fait revenir des joueurs à leur meilleur niveau. C'est-à-dire que sous Amorim, j'ai jamais vu un Casemiro aussi bon qui peut être actuellement sous Michael Carrick. Amorim Casemiro, quand même, c'était une des bonnes satisfactions, hein. Il marquait déjà quand même pas mal. Mais Non, non, franchement, je trouvais Casemiro moins était bon. bon. Moi, personnellement, je trouvais moins bon qui peut être actuellement là. J'ai vraiment l'impression qu'il est de retour à sa deuxième jeunesse, quoi. Qu'il est limite de retour à son meilleur Peut-être niveau du Real Madrid, tu vois. ce changement de système lui permet de se projeter entre guillemets Mhm. plus facilement sans conséquence parce que bah dans un système où t'es 3 à 3 derrière etc. Si tes milieux aussi se projettent et bah forcément ça laisse des trous béants au milieu de terrain. Disons que là c'est monté ce qu'on pense plus facilement. Mais honnêtement le niveau de Casemiro pour moi il a été constant du début à la fin pour l'instant du début de saison. Là où tu parles de Kobe Mainoo, c'est la grosse satisfaction Ouais, ouais, c'est clair. depuis l'arrivée de Carrick. Juste pour Pardon. revenir sur Casemiro, quand je dis Ouais. sous Amorim, je parlais aussi, tu sais, de l'année dernière, etc. Moi, je trouvais vraiment qu'il avait tu vois, il était quand même un peu tombé, Ah Casemiro. oui, Après, l'année dernière, il y avait tout été à jeter, hein. Oui, oui, je suis d'accord. mais oui, non, voilà, oui, Kobe Mainoo, tu l'as dit, hein, c'est la satisfaction, le changement qu'il faut. Après, oui, comme vous avez dit aussi avec Michael Carrick, ce que j'aime bien, c'est que c'est une attaque vraiment, c'est vraiment, pardon, une tactique type Première Ligue, quoi, avec une attaque multi-danger, avec, t'en as parlé, Mbeumo en début de saison, Cunha, je trouve Amad Diallo, même s'il a possiblement un peu du mal à être décisif, je le trouve toujours dangereux, toujours déséquilibrant sur son côté.
Peut-être un peu moins que les deux autres cités juste avant, c'est vrai, mais plus jeune aussi, et voilà, ça fait aussi partie de la carrière d'un joueur d'avoir des hauts et des bas. En tous les cas, moi, j'adore Amad Diallo pour son passage à Sunderland, donc je ne le critiquerai jamais. Et surtout, j'adore en tant que numéro 9 dans le vrai football, dans la vraie vie, j'adore Benjamin Sesko. Je trouve qu'il a un sens du but dingue, en fait. Je trouve qu'il est capable vraiment sur un ballon un peu pourri qui arrive dos au jeu, un peu mi-hauteur, il va te faire le contrôle pour se placer en position de tir, pardon, ou directement de tirer. Et franchement, j'adore ce joueur. J'aimerais le voir un petit peu plus forcément titulaire. Mais voilà, j'aime beaucoup ce joueur et aussi, mine de rien, voilà, une défense retrouvée, même si possiblement quelques doutes encore en défense centrale, la charnière peut-être encore expérimentale. Mais voilà, déjà un bon gardien, un gardien qui te fait gagner des points, une bonne défense, un bon milieu de terrain. Donc au final, il y a beaucoup de choses qui vont. Et évidemment, on n'a pas encore parlé, je pense que je te lancerai à dos dessus, mais un génie aussi dans l'équipe. Mais du coup, ouais, les gars, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que déjà Michael Carrick doit rester l'année prochaine? Alors déjà, tu as utilisé un mot intéressant, c'est le mot manager. Alors Michael Carrick, alors à Manchester United, globalement, Parce que, les- désolé, je te coupe, mais parce que pour moi, la première ligue est un championnat de managers. Si Oui, les grandes équipes en première ligue ont des grands managers ouais, et historiquement d'ailleurs, historiquement. exactement. Et le souci de Manchester United sur les dernières saisons, c'est que on a voulu enfin, comment dire, Amorim, ce qui a fait en sorte qu'il n'était plus le coach, qu'il n'est plus le coach aujourd'hui de Manchester United, c'est que justement, il a voulu ce costume de manager. En ayant plus de pouvoir sur le sportif, concrètement, les dirigeants lui ont dit non, au revoir. Là où Michael Carrick, pour moi, doit rester, c'est que pour l'instant, il est en train de faire du très bon travail. Donc, d'un point de vue comptable, l'objectif qu'il avait quand il est arrivé, c'était d'accrocher cette place de Ligue des Champions. Il est en train de réussir la mission. Donc, pour moi, il mérite d'aller avec cette équipe jouer cette Ligue des Champions. Michael Carrick connaît l'environnement Manchester United. On va pas représenter le joueur, ancienne légende. Il a déjà fait une première intérim qui s'était très très bien passée. Faut pas l'oublier. Michael Carrick, c'est comme tu l'as dit, il a de l'expérience, Middlesbrough, etc. Il est, c'est un pragmatique, si vous voulez. Manchester United, quand ce club-là a rayonné la période Sir Alex, c'était pas parce que Sir Alex était le plus grand tacticien du monde. Au contraire, Sir Alex, c'est un coach, pardon, qui était capable, un très grand manager, qui était capable d'emmener tout un groupe, tout un effectif avec lui à la guerre, de faire passer des joueurs, on va dire, bons, à les faire passer de bons à très bons. Je pense à des joueurs comme Raphaël, par exemple. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était un bon joueur, mais sous Sir Alex Ferguson, il a été capable d'aller en équipe nationale du Brésil, etc. parce que c'était un manager, un vrai meneur d'hommes. Et Ouais, des Michael mecs comme Carrick, Valencia, des trucs comme ça, ouais. exactement, exactement. Et Michael Carrick, c'est pas le plus grand tacticien du monde. On le voit très bien sur ses compositions d'équipe, semaine après semaine. Il réinvente pas le football. Il reste sur des principes très simples. Je sais plus c'est quel joueur qui a dit, je crois que c'était Diogo Dallo, je sais plus, qui a dit que ce que Ruben Amorim avait construit comme base, et ben Michael Carrick le réutilise très bien. En phase défensive, par exemple, on défend souvent avec 5 joueurs derrière, avec Ahmad qui redescend d'un cran, avec Mateus Cunha aussi ça lui arrive de descendre, etc. Donc Carrick, il n'est pas là pour réinventer le football, il est simplement là pour amener cet effectif, amener ses joueurs là où ils doivent être, c'est-à-dire en Ligue des Champions, parce qu'il a quand même du bon matos sous la main. Alors attention, tout n'est pas parfait. Au milieu de terrain, il faut au moins faire 2 recrues cet été. En défense, sur les latéraux, c'est catastrophique. Diogo Dallo, Luke Shaw, c'est catastrophique. En défense centrale, pourquoi pas rajouter un joueur, parce que Mathis Delirte, excusez-moi du terme, c'est un mort-vivant. Lisandro Martinez, c'est pareil. Donc là, concrètement, sur les prochaines semaines, on va se retrouver avec Euro Even, voilà, pour aller jouer la course à la Ligue des Champions, ce qui me semble un peu léger. Donc j'ai envie de voir aussi Michael Carrick avec un mercato à lui, voilà, pour qu'il puisse mettre en place vraiment jusqu'au bout ses idées. Mais pour terminer, pour moi, il mérite de poursuivre l'aventure. C'est pas un grand tacticien. On le voit aussi parce que par rapport à Sesco, son traitement avec Sesco, euh, le fait de placer Brian Bemo comme ça en pointe, malgré le fait qu'il, pour moi, il sacrifiait un peu Brian Bemo, parce que Brian Bemo, on sait qu'il est beaucoup plus performant à droite. Toutes les actions dangereuses qu'il se procure, c'est quand il rentre sur son pied gauche. La passe décisive qu'il met à West Ham, par exemple, dernièrement, sur Sesco. Il y a une espèce de superstition, et après je termine, je suis désolé, il y a une espèce de superstition chez les supporters qui, moi, me déplaît un petit peu, je dois avouer, qui disent Sesco, à chaque fois qu'il rentre du banc, il sort du banc, il marque, donc il faut qu'il soit remplaçant à chaque fois. Pour moi, ça marche pas comme ça. Benjamin Sesco, euh,
Il a joué 2 fois titulaire dernièrement contre Newcastle et contre je sais plus qui. Sur les 2 fois, il a marqué une fois. Alors il peut pas marquer à chaque match, ça n'existe pas. La preuve là, il est rentré contre Bournemouth, il a pas marqué. Donc déjà votre théorie tombe à l'eau. Et puis se priver de Sesco et mettre Mbeumo en pointe, honnêtement, c'est comme si tu jouais à 10 sur le terrain parce que Mbeumo, son apport en tant qu'avant-centre est trop faible. C'est un joueur d'espace, c'est un joueur qui a besoin de prendre de la vitesse. Et quand tu as des Golgoth dans le dos constamment et que tu joues dos au jeu constamment, bah c'est tout de suite plus compliqué. Ok, ok, non, bah, je suis plutôt d'accord. Est-ce que Tom, tu as un truc à rajouter ou est-ce qu'on peut passer à la suite? Non, franchement, vous avez magnifiquement bien résumé la chose. Ok, ok. Bah, moi, du coup, ouais, je dois dire, c'est vrai que ouais, Michael Carrick, il a eu des bons résultats, 7 victoires sur les 9 derniers matchs, avec une seule défaite. Donc voilà, je pense que l'objectif de United, ça va être de retrouver la Ligue des Champions, clairement. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie et je pense, si je dois donner un pronostic, qu'ils doivent la retrouver. Et voilà, déjà, moi, depuis le début de saison, je dis que Manchester United, c'est pas mal parce que les recrues n'étaient pas surpayées. Alors évidemment, c'est vrai des recrues chères. Évidemment, on est en première ligue, voilà. Ça reste du Maintenant, transfert intra-Première Ligue. Donc c'est moi, ça, c'est ça ça. me choque Donc, pas. donc pour moi, c'était pas surpayé et surtout, c'était des joueurs qui avaient le profil. Je trouve que ça, c'est un truc que Manchester United avait trop souvent négligé, je trouve, quand ils ont été prendre des Anthony et tout. Anthony, tout le monde le trouvait fort à l'Ajax, c'est pas un souci. Mais personne pensait qu'il allait réussir à Manchester United. Je pense qu'il n'y avait pas une seule personne en dehors du football qui s'était dit, tiens, Anthony, ça va marcher. Et je parle d'Anthony, mais voilà, il y a beaucoup Et de... au-delà du profil sportif, il y a aussi quelque chose. Pourquoi à l'époque Sir Alex Ferguson, il y avait très peu de flops comme ça sur des gros transferts. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vrai travail de Sir Alex sur, oui, l'aspect sportif, mais l'aspect homme, humain, la Exactement, personne que c'est. exactement. Là, avec la direction d'avant, donc plus vraiment avec Ineos, mais avec la direction d'avant, donc Ed Woodward, etc., euh, on recrutait des joueurs sur l'aspect bankable, sur l'aspect Mhm. plus-value, sur l'aspect C'est ça. marketing. C'est pour ça qu'on a des catastrophes nucléaires comme Jadon Sancho, des catastrophes nucléaires comme Anthony, parce qu'on n'a pas été capable de faire un travail de fond sur le joueur. Pourquoi Matheus Cunha ça marche? Pourquoi Brian Bemo ça marche? Pourquoi Sen Lamen ça marche? Mais Parce même qu'on à a fait l'époque, un... quand vous prenez quand Cristiano Ronaldo revient, alors oui, Ouais, ça marche, etc. sur la saison, mais c'est mitigé. c'est juste pour couper court à Manchester City. Donc au final, l'histoire est belle, mais Bah, il n'y avait il pas y a de de ça, il y a de planification ça, sportive, quoi. et il y a l'aspect Manchester City peut-être, ouais, mais il y a surtout l'aspect marketing, tout Ouais, simplement. bah oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Ed Woodward, pour ceux qui connaissent pas, c'était un ancien dirigeant de Manchester United. À la base, il a rien à voir avec le foot. Il connaît absolument pas le foot. C'est un mec, c'est un banquier, un très bon banquier, un très bon capable de chercher des très bons contrats, etc. Et quelque chose qu'on pourra jamais lui retirer, c'est que Manchester United, malgré des résultats sportifs catastrophiques, eh ben, en termes de contrats, termes de sponsors, en termes de tout ça, c'était le meilleur club de Première Ligue. Quand vous regardiez chaque année les bilans, c'était le meilleur club de Première Ligue et je crois le deuxième ou troisième en Europe, après le Real et le Barça. Après le Real, pas vraiment le Barça. Donc, aujourd'hui, avec Matheus Cunha, Brian Bemo, Sen Lammens, pourquoi ça fonctionne? Parce que la direction était capable d'aller faire un travail de fond sur ces joueurs-là. Ils sont venus sans Ligue des Champions. Là où tu vois un mec comme Liam Delap que Wilcox voulait, pourquoi aujourd'hui il a choisi Chelsea? Parce que nous, on n'avait pas la Ligue des Champions. Et Dieu merci qu'il n'est pas venu finalement. Donc, des mecs comme Cunha, Mbeumo et Lamine, ça peut que réussir parce qu'ils viennent pour les bonnes raisons, ils viennent pour le club. Et quand tu vois Cunha, quand il marque, il est là, il fait comme ça au blason, il l'embrasse, la rage et tout, il est très content d'être là. Donc ça fait plaisir. Et on voit aussi que bah du coup, il y a le changement de direction, le changement de direction va dans la bonne direction. C'est pour ça que j'ai bugué. Non, c'est pas, j'arrive pas à rallumer. Non, mais oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Maintenant, voilà, moi, j'aimerais quand même qu'on en fasse. Enfin, le problème, c'est qu'on en fait. C'est bien. Tout ce que Manchester United fait, c'est bien. Mais pour moi, en fait, ça doit être la norme, en fait. Le problème, c'est que maintenant, il faut. Alors oui, c'est bien. On est passé du très mauvais au bien. Maintenant, il faut pas non plus trop en faire. Parce que on peut, des fois, avoir tendance à s'enflammer après, bah, avoir justement une équipe qui faisait beaucoup de n'importe quoi sur le marché des transferts et dans la planification sportive depuis 10 ans. Donc forcément, là, on se dit, tiens, c'est mieux. Ils se sont déjà renseignés sur Bruno, Guimarães, avant le mercato, etc. Maintenant, ça doit être la norme. Après, attention aussi dans ce que je dis, parce que ne laissons pas nos attentes, qui peuvent être démesurées possiblement pour United, occulter la réalité de ce qu'est le club depuis 10 ans. C'est qu'en fait, on a tendance à trop vouloir que Manchester United aille trop vite, alors que ça fait 10 ans que le club, alors même s'il y a quelques qualifs en Champions League, quelques cups, 2 finales d'Europa League, je crois. Oui, c'est ça, 2 finales d'Europa League et une gagnée sur les 10 dernières années. Donc, au final, ça reste
pour beaucoup de clubs très bien, mais pour Manchester United, c'est la norme, le strict minimum. Donc, ne laissons pas non plus nos attentes trop, trop vampiriser, on va dire, le Manchester United. Donc voilà, désolé les gars, petit bug. Je disais justement, voilà, ne laissons pas nos attentes tronquer la vision qu'on a de ce qu'est la réalité de Manchester United. Et voyons aussi que c'est un club qui était en galère et qui là travaille beaucoup mieux et qui, pour moi, est sur la pente ascendante, quoi. Et pour moi, avec le Carrick, oui. Alors, est-ce que ça va être viser le titre de l'année prochaine? Je vous le demande. Moi, je ne pense pas. Mais je pense que l'objectif, ça peut être de viser le titre dans les 3, 4 Il faut prochaines années, possiblement. pérenniser déjà le top 4, il faut le pérenniser. Les qualifs en Ligue des Champions, Exactement. il faut les pérenniser. Et ensuite, on parlera titre. Garder tes franchise players, avoir un vécu commun d'équipe. C'est très important avec le Bah coach, déjà, avec en les parlant joueurs. de franchise player, excuse-moi, je te coupe, Kobe Mainu, déjà a tout pour être un franchise player, il va être prolongé. Enfin le dénouement Ça, c'est une Kobe bonne nouvelle. Mainu, c'est une excellente nouvelle. Je crois que c'est jusqu'en 2031 ou 2032, donc ça reste quand même un contrat sur du long terme. Donc oui, la direction fait du bon travail pour le moment. Ok. Est-ce que Tom, tu auras un petit truc à rajouter sur Manchester United? En tout cas, pas sur Carrick. Après, sur United, ouais, comme tu l'as dit, le truc il s'intéresse à Guimarães pour le mercato estival. Comme tu l'as dit, ça devrait être la norme. Mais c'est des infos, voir que déjà, la direction a l'air de s'être un peu, je dis ça, je sais pas en vrai, mais tu vois, ça, ils ont l'air d'être un petit peu, d'être conscients de leurs erreurs, en tout cas. C'est tout ce que j'avais à rajouter. Ok, ok. Ado, est-ce que tu as un petit truc à rajouter sur ton club de cœur, les Red Devils? Non, pas spécialement, pas spécialement. Donc ouais, bah Bruno Guimaraes, il y a eu des discussions avec lui et son agent, rien de concret avec Newcastle, mais c'est pas la seule piste. Il y a Adam Wharton de Crystal Palace, mais le joueur qui figure tout en haut au milieu de terrain de la liste de Manchester United, ça reste Elliot Anderson, le milieu de terrain de Nottingham Forest, qui pour moi aussi serait ma cible privilégiée avec Carlos Baleba. Mais Elliot Anderson, a priori, aux dernières nouvelles, serait plus enclin à rejoindre Manchester City. Donc, on verra. Alors après, ce n'est que mon avis, mais moi, personnellement, je pense que Guimarães est plus le joueur qu'il vous faut qu'Anderson. Non, mais Après, c'est tous ce des n'est que mon profils avis. intéressants. Non, mais ton avis est totalement compréhensible, je suis d'accord aussi avec ça. Ça reste, tous les joueurs qu'on vient de citer au milieu de terrain, ça reste des profils intéressants. Après, Casemiro a fait du lobby auprès des dirigeants pour Bruno Guimaraes, donc pour le succéder. Donc wait and see, en tout cas ça promet d'être un beau feuilleton parce qu'en première ligue il y a 3-4 milieux de terrain de très haut standing, Wharton, Baleba, Anderson, Guimaraes, qui vont certainement bouger cet été, donc la grande question ce sera de savoir où. Et je pense aussi à moi il y a un joueur que j'aime beaucoup à Sunderland, et je ferme la parenthèse, c'est Noah Sadiki, Sadiki. justement. Lui c'est un joueur typiquement j'aurais aimé voir à Manchester United, peut-être pas cette saison mais très prochainement tu vois. Justement, j'allais dire, tant que vous touchez pas mon petit Noah, moi, ça me va. Mais justement, tu me lances bien. Alors, juste pour finir vite fait sur Manchester United, le prochain match, ce sera du coup le 13 avril, pardon, à domicile contre Leeds avant de se déplacer à Stamford Bridge pour un gros choc contre Chelsea. On Leeds, suivra ouais, ça c'est avec beaucoup d'attente. le match qui a cloué qui a mis le dernier clou dans le cercueil d'Amorim. Il se fait virer à la conférence d'après, juste après le match nul à Leeds. Donc ce sera intéressant. Effectivement, effectivement. Et là, les gars, on va parler du Tyne-Wear Derby. Parce que voilà, le Tyne-Wear Derby, c'est sûrement le derby le plus haineux d'Angleterre, je pense, entre Newcastle et Sunderland, deux villes qui sont très 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 proches. Hein, c'est très simple. Le Stadium of Light, donc le stade de Sunderland, et St James Park, qui est le stade de Newcastle, sont sur la même ligne de métro. Donc c'est-à-dire que si vous prenez, ou de tram, je sais plus, enfin voilà, en gros, si vous prenez ce transport en commun, vous pouvez faire les deux stades dans la même ligne en quelques minutes, quoi. Donc c'est d'abord une rivalité, on va revenir un petit peu sur les origines du derby, c'est une rivalité qui a eu lieu le premier affrontement dans les années 1890. Voilà, je regarde vite fait un peu les dates. Donc c'est un très très vieux derby, bon, comme beaucoup de derbys en Angleterre évidemment. Donc avant d'être une rivalité de football, c'était surtout une rivalité d'ouvriers, deux villes qui étaient très rivales dans tout ce qui était exportation de richesses, etc. Ensuite, dans le XXe siècle, pardon, c'est un derby qui est devenu vraiment très violent, avec beaucoup d'incidents dans les tribunes, surtout dans les années 70, etc. Beaucoup, beaucoup de bagarres. On le voit encore, hein, même hier, hein, nous on tourne ça lundi, c'est pour ça on va le sortir mardi, mais on tourne ça lundi. Même hier, il y a eu encore beaucoup de débordements, ou presque débordements, en tout cas, aux abords du stade, etc.
Et sur le terrain, c'est toujours des matchs qui sont à 100, quoi, qui se, à couteau et à 100. On l'a vu encore hier. Alors, même si hier, je trouvais que pour un derby, ça allait encore un petit, ça allait encore, ça va. Mais on a vu que c'était très chaud. Ça pouvait partir en bagarre à n'importe quel moment, etc. Et surtout, on va revenir sur le match, les gars. La clim de Brobbey à St. James Park pour que Sunderland repasse devant. Et Sunderland revient à 3 points des places européennes. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, les gars? Si je te lance, vas-y, je te lance Tom dessus et voilà. Bah, déjà, Sunderland a fait vraiment l'opération du siècle, hein. Comme tu dis, ils reviennent à 3 points des places européennes, etc. Et quand tu vois le match, en plus, quand tu vois la première mi-temps, je pense que c'est dur de se dire que Sunderland va repartir avec les 3 points. Donc vraiment la deuxième mi-temps, elle a choqué, surtout ce qui est magnifique avec Sunderland, et je sais pas si c'est voulu, bon, je pense que de la part de Régis Lebris, mais c'est vraiment une équipe imprévisible, quoi. C'est l'équipe qu'on attendait entre guillemets pas au rendez-vous cette saison, vu que c'est une équipe promue, etc. Et quand tu vois les performances qu'ils arrivent à te sortir, alors ça varie d'un match à un autre de ce que je vois, parce qu'il y a des matchs où vous n'êtes pas du tout dedans, etc. Mais le nombre de résultats que vous avez obtenus contre des gros du championnat, même juste des équipes intéressantes, en forme, milieu de tableau, etc., c'est déjà super parce que vous êtes des promus. Et là, se retrouver à aller jouer des places européennes pour sa première saison en première ligue depuis 2016, non? Depuis 2017. C'est ça, ouais, depuis 2017. Franchement, c'est super bien. Vous avez gagné vos deux derbies. Là, franchement, on peut parler de première saison quasiment parfaite, à voir comment ça va se finir évidemment, mais c'est un match qui confirme bien la très bonne saison de Sunderland. Ah non, mais clairement, clairement, on peut parler de saison parfaite. Alors, je dirais quand même presque, parce qu'il y a quand même ce point noir en FA Cup où tu te fais éliminer contre le dernier de troisième division. Donc ça fait quand même ça fait quand Ah, même c'est vrai. tâche, je trouve. Tu pouvais t'offrir un beau parcours et l'occasion de rêver, mais au final, t'es maintenu assez rapidement. On a très vite compris qu'on allait se maintenir en première ligue. Tu bats 2 fois Newcastle, ce qui était quand même un grand jeu, sachant que, je le rappelle, mais Sunderland est invaincu depuis 2011 en première ligue contre Newcastle. C'est une très très grosse série qui du coup c'est c'est prolongé hier. Et voilà, et en plus tu joues les places européennes, donc forcément il y a des trucs à revoir dans cette saison. Il y a, de toute façon, la première ligue, c'est une éternelle remise en question, même quand tu gagnes 4 titres d'affilée, comme on l'a vu avec le Guardiola, c'est toujours une remise en question. Tu peux pas te reposer sur tes lauriers en première ligue. Et oui, non, on peut parler de saison presque parfaite, à 90% parfaite, on va dire. Et je te lance ouais, à dos sur vite fait le retour du match avant de revenir un peu plus profondément dessus. Non, bah, vous avez bien résumé le contenu, ce qui s'est passé sur le match. Moi, j'ai bien aimé, si on doit parler individuellement sur certains joueurs, j'ai bien aimé le match de Chris Rigg sur le côté. 18 ans, franchement, je le connaissais pas, honnêtement. Je le connaissais pas, et quand j'ai vu son match, je me suis dit, d'où il sort celui-là, tu vois. J'ai été surpris de voir titulaire un joueur, c'était Luke O'Nien, désolé si je le prononce mal, parce que moi j'ai regardé le documentaire sur Sunderland il y a peut-être 3 4 ans. Il faisait partie des jeunes joueurs à l'époque, quand ils étaient en troisième et en deuxième division. Il faisait partie des jeunes joueurs prometteurs du club, et le voir encore là, bah, ça m'a fait sourire. Et Diarra au milieu de terrain, super fort. Franchement, je pense que c'est la meilleure recrue de Sunderland. Peut-être que tu confirmes ou pas, mais pour moi, c'est la meilleure recrue de Sunderland. Ouais, non, pas vraiment. Ok. Ah, en fait, non, juste pour revenir vite fait. Alors, Luke O'Nien, juste pour revenir vite fait, j'adore ce mec. Voilà, comme tu as dit, il est là depuis qu'on est en Ligue 1. Il s'est Ouais. toujours adapté au niveau. Il est arrivé, il a joué, ce mec, il a joué 10, il a joué 8, il a joué 6, il a joué central, il a joué arrière droit, arrière gauche. Et il est petit de Enfin, taille, hein, il me il est semble, hein. petit. Il Enfin, il est joue petit. défenseur central. Il fait 1m60, 74, je crois, un truc comme ça. Donc, Non, pour le poste, en tout cas, pour le poste, c'est. c'est petit, ouais, c'est très petit. Et au final, il est toujours bon. Alors, hier, il fait une erreur. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas envie de lui amputer cette erreur parce que voilà, il a pas joué dans toute la première partie, dans toute la première partie de saison. Il s'est jamais plaint. Là, au final, il revient. Il a fait des très bons matchs contre Leeds. C'est lui l'homme du match pendant la victoire à Elland Road. Donc oui, hier, il fait une erreur, mais au final, je trouve même qu'au-delà de son erreur, bah, il fait pas un si mauvais match. Je trouve que dans les duels, il est là, même dans les duels aériens, malgré sa petite taille. Et oui, juste pour revenir sur Habib Diarra, j'étais d'accord avec toi, jusqu'au moment où il s'est blessé. Après, il est bien revenu de sa blessure, et là, ça fait quand même 2 3 matchs, même pas les plus, on va dire 4 5, où il est très, 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 très moyen. Alors hier, peut-être que tu sais, des fois, ça arrive, tu fais une fixette sur un joueur, surtout quand c'est ton équipe, tu sais, le mec, tu fais une fixette sur lui, et du coup, tu le trouves mauvais, même s'il a fait un match, on va dire moyen. Peut-être que c'est ce qui s'est passé avec Habib Diarra hier, parce que je ne l'ai pas trouvé bon, moi, hier.
Mais en tout cas, ça fait quelques matchs où techniquement, etc. Et même dans l'intensité, on va dire, il est plus trop dedans. Mais ça reste un très jeune joueur, comme Chris Rick. Tu l'as dit, Chris Rick, c'est un jeune formé au club qui avait marqué un des plus beaux buts de la saison l'année dernière face à Middlesbrough, justement, l'équipe de Michael Carrick, avec une espèce de petite talonnade en angle fermé qui était magnifique. Et oui, non, c'était Habib Diarra, ça reste une très bonne recrue, je trouve. Pour moi, l'année dernière, à Strasbourg, c'était un des meilleurs joueurs. Et je trouve qu'il c'est parfait. C'est en termes de profil, c'est parfait. Maintenant, si jamais vraiment la meilleure recrue, je pense que c'est Granit Xhaka. Ouais, non, t'as raison. Je pense que T'as raison, c'est t'as raison. Granit, l'ancien, T'as le entièrement tonton. raison. Et même en deuxième, je dirais Mukele. Parce que Mukele, alors il jouait pas hier, il était blessé, mais Mukele, pour moi, il mérite limite d'être sélectionné en équipe de France. Peut-être à la place d'un Malo Gusto. Alors je suis peut-être un petit peu chauvin, mais Mukele, le niveau qu'il a depuis le début de saison, c'est n'importe quoi. Il est partout, que Et ce soit en qu'est-ce qu'il a? centrale. Il est blessé? Qu'est-ce qu'il a? Il a une petite blessure là, il était sur le banc hier, mais une toute petite blessure. Normalement, il devrait revenir bientôt et ça nous fait beaucoup de mal d'ailleurs sa blessure parce qu'il était vraiment devenu un indispensable quoi à l'équipe Nordi J'ai Mukele. une petite question sur Wilson Isidore. Il a perdu sa place de titulaire au profit de Brian Brobé? Mhm. Alors, D'accord. Wilson Isidore, j'ai peut-être. Alors, au final, Brian Broben marque hier et au début, j'étais un peu critique envers lui. Au final, bah, merci, hein, merci pour tout ce que tu nous fais, Brian. Mais j'ai peut-être quelques critiques à faire par rapport à Régis Lebris sur la gestion des avant-centres, en fait. Parce qu'on a trois avant-centres à Sunderland, avec Isidore qui peut aussi jouer à gauche, Mayenda qui peut aussi jouer à droite et Brobé qui peut que jouer dans l'axe. Le problème, c'est que je trouve qu'en fait, alors on a démarré avec Mayenda titulaire, on a continué après avec Isidore titulaire pour me finir avec Brobet titulaire. Je trouve que le problème, c'est qu'il a vraiment mis les avant-centres en mode, au début, c'était tu marques, tu joues, tu marques pas, tu joues pas. Alors, ok, c'est bien tout ça dans FIFA, tout ça. Maintenant, dans la vraie vie, surtout moi qui est avant-centre, je peux le dire, un match où tu marques pas, si derrière on te fait pas jouer, tu le tues, en fait, ton joueur. Donc, pour moi, c'est pas terrible, certaines gestions de Régis Lebris là-dessus. Mais on reviendra après sur l'entraîneur français. Mais du coup, oui, Isidore a clairement perdu sa place et c'est vrai que ça commence un peu à tuer pour lui. Même si il y a quand même une Coupe du Monde à jouer cet été avec Haïti, il a pris la nationalité. Donc à voir, à voir. Il peut se montrer dans cette Coupe du Monde avec des Je matchs serais contre le très Brésil. attentif parce qu'il est dans la poule de mon pays d'origine. Donc, T'es je marocain? serais très. Ouais, ouais, je suis d'origine marocaine. Donc, je serais très attentif à ça. Et j'étais content pour lui et pour Haïti parce que du coup, ça va lui permettre de découvrir le gratin mondial cet été. Une petite dédicace à Jonathan d'ailleurs. Voilà, l'haïtien, on ira regarder les matchs chez toi. Donc oui, non, voilà, ouais, Isidore. Mais après, c'est dommage parce que c'est quand même un très bon joueur et je trouve que c'est vraiment un joueur typique Première Ligue, un joueur vraiment de transition, quoi. Donc voilà, Tom, un petit mot sur ce match ou si vous voulez, on peut parler un peu de Newcastle aussi. On peut parler de Newcastle, ouais. Juste moi, ce que je voulais rajouter pour Isidore, je vais pas retrouver, laisse tomber. Il y a pas de souci, il Là, y a pas de souci. ça fait une demi-heure, j'ai le truc en tête. Non, mais ça arrive. Hein. C'est aussi pour ça, les gars. Hésite pas à couper. Hésite Ouais, pas à couper hésite en pas à me vrai. couper, hésite Hésite vraiment pas. pas à Ouais, me c'est couper, vrai, ouais, c'est ouais, vrai. vraiment, vraiment. Hésite pas à me couper vraiment. C'est aussi les gars pour ça qu'on fait ces émissions, hein, vous le savez, on n'est pas des pros, on débute, on s'améliore d'émission en émission, voilà. Donc merci à tous ceux qui suivent, hein, d'ailleurs, hein, je tiens à le dire, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et, et un Vas-y, petit non, mot sur Talbi, buteur, qui est le buteur qui met le but de l'égalisation. Qu'est-ce que t'as pensé de son match? alors moi j'adore Shebzine Talbi et justement je peux aussi un peu le reprocher des fois à Régis Lebris qui a tendance à le mettre sur le banc. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que sur la ligne d'attaque, c'est sûrement notre joueur le plus dangereux, le plus autosuffisant en tout cas. Peut-être derrière Brobé, parce que Brobé, en termes d'autosuffisance, il est quand même vraiment bon avec son corps, etc. Le problème, c'est que Brobé, euh, il va pas, c'est pas il peut, tu vois, te garder des ballons, mais il faut que des joueurs l'accompagnent dans une attaque. Je trouve que Shemsdin Talbi, il est capable d'une étincelle comme ça, on l'a vu, que ce soit à Liverpool, que ce soit à Chelsea, que ce soit la dernière fois contre Burnley, il est capable d'étincelles. Et même si hier, son but, c'est pas forcément le plus beau but, je trouve que sur le match, c'est vraiment un des seuls quand on était vraiment en galère à prendre la balle et tu sais, sur un petit dribble, un petit changement de rythme qui va être capable de t'amener quelque chose, de t'amener une impulsion en attaque. Et c'est vraiment là-dessus que j'aime bien Shamsin Talbi. Que Adingra avait aussi d'ailleurs. Je trouve que Nilsson Ngolo peut-être un petit peu moins et peut-être un peu plus rapide, mais un petit peu moins. Donc voilà pour Shamsin Talbi. C'est moi j'adore ce joueur. J'adore ce joueur. Ok, désolé les gars, il y a eu un petit bug. J'espère que ça va pas niquer l'enregistrement. Normalement non. Donc voilà, juste, on a fini un peu sur ce qu'on disait sur Sunderland. On va revenir vite fait sur Newcastle avant de finir, les mecs. Ouais. Désolé, hein, je suis pas chez moi.
l'émission, elle est pas. On va changer de logiciel d'enregistrement, les gars, pour la prochaine. Voilà. Parce que des fois, il y a des petits bugs sur celle-là. La qualité, elle est bien. Mais il y a des fois des petits bugs. Donc, on va parler peut-être un petit peu de Newcastle. Toujours aussi régulier, Newcastle. Hein, après avoir mangé une victoire à Stamford Bridge. Une Très belle victoire. claque. Une Bah, claque en Ligue des Champions, surtout. Mais oui, ils se sont après mangé une grosse claque, un bus à 130 à contresens dans la tête, un 7-2 au Camp Nou, où clairement pourtant il y avait 2-2 à la mi-temps, hein. On s'est dit peut-être que voilà, mais au final Newcastle s'est fait terrasser par le FC Barcelone, et au final Newcastle va très probablement, je pense, finir la saison sans Europe. Ça fait 2 fois que Newcastle va en Ligue des Champions. À chaque fois que Newcastle va en Ligue des Champions, Newcastle s'écroule en championnat. Est-ce que le projet de Newcastle est viable? Est-ce que le projet des Saoudiens est viable? Ou est-ce qu'au final, on n'est pas juste sur un club riche, capable de quelques exploits, mais qui sera toujours un peu limité? Ben, je sais pas si le projet saoudien. Je pense pas que ce soit tant le projet saoudien. Moi, je pense surtout que la page Eddie Howe doit être tournée, quoi, tout simplement. Je pense qu'ils ont fait le tour avec cet entraîneur-là qui a fait vraiment, vraiment du très, très, très bon travail. Parce que je pense que Newcastle a l'effectif pour finir top 8, top 7, dans ce genre de place quoi, en première ligue. Et que je pense que ils sont pas à leur place. Alors oui, la production sur le terrain, ça ment pas, honnêtement. C'est très très en deçà de ce qu'ils nous ont habitués les saisons précédentes. C'est pour ça que je dis, peut-être que le discours d'Eddie Howe ne passe pas, peut-être que, je sais pas, quelque chose qui doit changer. Et je pense que le changement doit passer par le changement d'entraîneur. Et en plus de ça, tu ajoutes pour moi un mercato raté, avec beaucoup beaucoup de panic buy, où ils ont vu certaines cibles leur filer entre les doigts. Je pense à Mbemo, je pense Il y a eu que ça en fait, hein. Que des joueurs qui leur passent entre les doigts ouais, pendant le mercato. exactement. Et Mbemo, ils ciblaient Cunha, ils ciblaient d'autres joueurs, enfin, Sesco. Sesco, exactement. Et donc, bah, ils ont été sur des plans B, voire des plans C, Voltema 2, Elanga, le prix auquel ils ont acheté Elanga, j'ai trouvé ça fou. Même si en Ligue des Champions, il a eu quelques fulgurances, mais ça reste beaucoup trop peu. Ah, c'est pas un mauvais joueur, mais oui, c'est Bah, trop pour, cher. pour bien le connaître, puisqu'il a été, il vient de chez nous, Manchester United, c'est pas un joueur qui va te faire passer un cap, quoi. C'est ça. Entre tes plans A qui étaient Brian Bemo et Anthony Elanga, il y a un monde d'écart. Donc je pense qu'il paye un peu tout ça. Et du coup, finalement, avec du recul, bah, je me dis que c'est pas si étonnant de les voir à cette place. Et en plus de ça, je pense qu'ils vont perdre encore pas mal de force cet été. On parlait de Bruno Guimaraes tout à l'heure. Je pense que Gordon, il y a moyen qu'il parte aussi. Lewis Hall, comment ils vont faire pour le conserver? Parce que Lewis Hall, c'est quand même la révélation Ligue des Champions de ces dernières semaines, quoi. Très très Et fort, très hein, très Lewis très Hall. fort. Et j'aimerais bien le récupérer du côté de Manchester. Donc à voir, à voir, à voir. Et moi, ma petite take comme ça, je pense qu'ils finiront derrière Sunderland cette saison en Première Ligue. Oui, moi j'ai envie de répondre à ta take en disant l'eau mouille, le feu brûle. Newcastle finit derrière Sunderland, c'est juste logique. Tom, un petit mot sur Newcastle avant de clôturer cette émission, comme ici. Alors déjà c'est clair que à mon avis ça va peut-être se dégrader cet été, ça dépend de s'ils décident de changer de coach ou comment ils renouvellent leur projet. Maintenant après quand on voit rien qu'avec le match contre le Barça là c'est un révélateur. La première mi-temps ils font deux partout, ils arrivent quand même à mettre deux buts. Coup sur coup, bon certes le Barça c'est pas non plus la meilleure défense de ces dernières années, mais tu vas quand même mettre deux buts au Camp Nou, etc. Tu fais une première mi-temps très carrée, etc. Et en deuxième mi-temps, tu t'effondres complètement avec des erreurs. Tu donnes des ballons à Rafinha à 30 mètres. Ils sont trois en 3 contre 3. Enfin, tu vois, vraiment, ils ont un petit peu pourri leur match eux-mêmes, même si, bon, la pression que va te mettre un Barça au Camp Nou, c'est sûr que je pense qu'on connaîtra jamais ça dans notre vie. Mais c'est assez révélateur, je pense. Et après, à voir comment ils vont finir leur saison. Mais je pense que l'année prochaine, le projet va faire que de se dégrader. Eh bien, en tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Non, voilà. Et juste du coup, pour finir un petit peu sur Sunderland, parce que, alors, on a gagné, et moi, vous savez que j'aime pas être dans la culture de l'instant, donc je vais aller contre Régis Lebris malgré la victoire. Et j'aimerais du coup, voilà, bien expliquer mon propos, parce que quand je dis, voilà, aller contre Régis Lebris, les gens pensent que, voilà, je suis ingrat, que je veux virer Régis Lebris, etc. Mais non, c'est pas du tout le cas. La vérité, c'est que moi, je regarde les faits. Je regarde les 3 saisons en professionnel entraînées par Régis Lebris. Donc, c'est une saison à Lorient et 2 saisons à Sunderland. À chaque fois, on a une très bonne équipe pendant la première partie de saison, mais vraiment une très bonne équipe. Et à chaque fois, alors là, on a gagné hier, oui, mais à chaque fois, en deuxième partie de saison, l'équipe se
métamorphose complètement, voilà, des métamorphoses, je sais pas, j'ai inventé un petit mot, mais voilà, l'équipe se change complètement à chaque fois dès qu'on change d'année en fait avec Régis Lebris. Dès qu'on passe le mois de janvier, les équipes ne savent plus jouer, c'est assez Et fou à c'est le voir parce syndrome que Boxing Day, ça. Pas mal d'équipes comme alors ça. ça aurait pu être le syndrome Boxing Day si c'était pas passé exactement la même chose à Lorient. Lorient, faut se rappeler, c'était la saison 2021-2022, oui c'est ça, où ils sont quatrième jusqu'en janvier. Et après, ils s'écroulent totalement jusqu'à finir du coup à 1 point ou 2 points, je crois, au-dessus de la relégation. Les supporters de Lorient, ils nous en parlent encore à l'heure actuelle. Alors moi, attention, qu'on soit bien clair, je ne veux pas virer Régis Lebris avant la fin de saison, jamais de la vie. Je ne veux pas critiquer le travail que Régis Lebris a fait, parce que mine de rien, ça reste le premier entraîneur, je crois, au XXIe siècle à gagner ses 2 premiers matchs de championnat contre Newcastle, ce qui est pas rien. C'est l'entraîneur qui nous aura refait remonter en première ligue. C'est l'entraîneur qui nous aura maintenu en première ligue. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on peut pas lui Et de enlever. quelle manière? Maintenant, Parce que le gap, il est assez énorme quand même, hein. exactement, exactement, exactement. Alors oui, ok, il y a eu un gros budget mercato qui a pas forcément été le cas peut-être chez les derniers promus comme Ipswich, comme Luton Town, etc. Malgré tout, voilà, le fait il est là, c'est on est déjà quasiment maintenu, quasiment sûr, avec 2 victoires dans le derby. Donc la saison, elle est plus que réussie, quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut aussi se penser à l'ambition du club, Kyril Luis Dreyfus, qui est le président du club et propriétaire, qui avait dit à Canal Plus en plus dans une télé française, mais qu'il a déjà aussi répété plusieurs fois à Sky Sport, etc. C'est que pour lui, il veut vraiment remettre Sunderland dans le top du football anglais. Alors peut-être pas aller chercher un titre, hein, on sait le travail qu'il faut, c'est sur des limite des décennies pour en fait faire de ton équipe une équipe championne, mais il veut ramener Sunderland en Europe et lui particulièrement, il a même dit plusieurs fois le mot Champions League pour Sunderland. C'est son objectif, alors un objectif à long terme certes. Maintenant qu'on connaît Kyril Luis Dreyfus, on sait qu'il a jamais hésité à virer des historiques entre guillemets du club qui ont participé à des montées. Je pense à Christian Spickman, le directeur sportif qui nous a fait remonter de Ligue 1 à Première Ligue aussi avec des très bonnes recrues, etc. Quand il a senti là qu'il y avait un petit, on va dire un essoufflement, un plafond de verre atteint, il n'a pas hésité à le remercier. Il n'a pas hésité aussi cette saison à mettre sur le départ pareil, des historiques du club qui ont participé aux montées de Ligue 1 en tant que joueur de Ligue 1 à Championship et de Championship à Première Ligue, comme Patrick Roberts, qui est aujourd'hui à Birmingham, comme Anthony Patterson, pardon, qui est aujourd'hui à Millwall, Dan Neil, qui était capitaine et formé au club, qui est aujourd'hui à Ipswich, etc. Donc, il n'a jamais hésité, vous savez, à pas faire de sentiments, entre guillemets. Alors pour moi, je pense que, sachant qu'en plus dans la fanbase en Angleterre, ça en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'en France en tout cas, où bon après c'est aussi normal, on a un entraîneur français en première ligue, on le protège, mais en Angleterre ça parle beaucoup d'un départ de Régis Lebris. Alors pas en mal, hein, pas en mode il faut virer ce coach de merde, etc. Mais juste en fait, je pense que garder Régis Lebris avec du coup un discours qui possiblement s'essouffle, parce que pour moi c'est ça en fait, c'est son discours qui s'essouffle. L'année dernière, son discours s'est essoufflé jusqu'à la fin de saison. On termine la saison en gagnant 0 match sur 10. Sur les 10 derniers matchs, alors j'avais noté, sur les 10 derniers matchs de Championship, on était 23e sur 24 du championnat. Donc c'est quand même pas rien. On avait une belle avance obtenue dans la première partie de saison, mais on termine très très mal la saison, quoi. Avant-dernier du championnat, c'est quand même pas rien sur 10 matchs. Maintenant, il a su, genre, je sais pas si on peut attribuer ça à lui, à l'adjoint, à l'équipe. En tout cas, l'équipe s'est mise en mode commando pour les playoffs contre Coventry et Sheffield, avec des buts à la 120e minute, à la 94e minute. On s'en rappelle, Tom, on avait regardé le match ensemble, avec cette tête de Ballard exceptionnelle. On était complètement dingue. Donc c'était assez fou. Et cette saison, mine de rien, l'équipe a complètement changé, avec un nouveau mercato, une toute nouvelle équipe, donc un discours qui même s'il s'est soufflé, a eu un deuxième souffle, un second souffle justement avec tous ces nouveaux joueurs. Maintenant, je pense que si tu veux progresser et pas stagner, voire même pas régresser, parce que comme on l'a dit, la première ligue, c'est un championnat où il faut tout le temps se remettre en question. Eh bien, pour moi, l'année prochaine, il faut commencer à regarder un nouveau coach, possiblement. Alors après, malheureusement, est-ce que Régis Lebris va vouloir partir? C'est pas sûr aussi, hein. Voilà, c'est pas sûr non plus. Et quel coach va être disponible, on ne sait pas non plus. Mais je pense que ça doit être des questions à se poser pour le board de Sunderland, tout en restant gratifiant du travail fait par Régis Lebris et de là où il nous a emmenés. Donc voilà, les gars, je sais pas si vous avez un petit mot à dire là-dessus ou... Non, pas spécialement. Après, tu connais la situation du club beaucoup, beaucoup mieux que moi, personnellement.
Donc non, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Maintenant, si tu estimes qu'il faut tourner la page un peu comme à l'image de Newcastle, eh ben, je te crois. Tom, un petit mot Non, pareil, c'est bon sur. pour moi. C'est Ok, ok. Donc voilà, c'est juste mon petit, pas coup de gueule, parce qu'au final, voilà, on n'est pas en position de faire un coup de gueule, hein, on n'est pas 18e, on n'est pas 19e, donc c'est juste ma petite take à dire sur Sur Régis le Lebris. marché, si Régis Lebris, pardon, était amené à quitter le club, est-ce qu'il y a un nom qui te ferait rêver plus qu'un autre ou pas du tout? Alors, on aurait été l'année dernière, je t'aurais dit oui, still. Vu ce qu'il a fait cette saison, pas du tout, hein, avec son échec à Southampton, etc. Euh, Écoute, là, je sais pas du tout quel coach est possiblement libre sur le marché. Voilà, on sait aussi que Il y a des le directeur Ange sportif, Postecoglou, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être vraiment pas mal, Stekeoglu. Après, voilà, je sais aussi que Gisolfi, on avait parlé chez leur boulot dans le reportage, le directeur sportif, hein, Florent Gisolfi, l'ancien niçois et lensois, et Romain. On avait parlé qu'il aimait aussi beaucoup les marchés secondaires, comme le marché français, le marché belge, pardon, le marché néerlandais. Donc il y a aussi possiblement, je pense, de très bons coachs à aller chercher là-bas. Je pense notamment au marché français avec un Pierre Sage, par exemple. Mais là, c'est une idée que j'ai comme ça. Je pense pas que Pierre Sage viendra à Sunderland cet été. Et encore, on sait jamais. Il faut jamais insulter le football. Mais c'est juste un exemple. En fait, il y a de très bons coachs dans toutes les divisions. Il faut juste aussi savoir qui et quand le prendre. C'est toujours pareil. Donc ça, c'est une question, je pense, qu'on pourra se poser cet été. Donc voilà, les gars, on va revenir la semaine prochaine après sur le reste du de la journée de championnat, pardon, j'ai un peu du mal à parler, et de la finale de Carabao Cup entre Manchester City et Arsenal, qui a été gagnée par Manchester City. Donc voilà, les frérots, merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à nous dire pour vous, est-ce que Manchester United peut finir champion dans les 5 prochaines années? C'est une question qui m'intéresse et j'attends vos réponses avec des arguments. Et écoutez, merci Ado d'avoir été là. On peut te retrouver sur YouTube, Ado United. c'est ça, Ado MUTD, ou si juste vous tapez Ado, HADO, normalement vous devrez tomber sur mon profil, et merci à toi pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Il n'y a pas de souci, hein. Franchement, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Du très bon contenu, des lives, des vidéos sur Manchester United, des débriefs. Très très bon. Et Tom Clapisson, bah voilà, toujours pas de contenu, mais vous pouvez toujours le voir sur les terrains le week-end, le coach des jeunes du FC Dieppe. Bah, du coup, ouais, salut Ah Tom. merde, c'est moi. Putain, désolé. Attends, on coupe du coup? Non, t'inquiète, Ok, t'inquiète, c'est la fin, on le fait en freestyle, c'est pas grave, voilà, c'est à la bonne franquette, Eh quoi. ben, merci à toi pour l'invitation comme d'habitude et ça a été un plaisir. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Allez, salut les mecs, on se dit à la semaine prochaine. Cette fois-ci, on se revoit samedi. Portez-vous bien et bonne journée à vous.